En 1995, la Fondation confie l'exploitation à une équipe de 3 ingénieurs agronomes pour expérimenter à la bergerie de Villarceau une transition agroécologique pour une société soutenable. L'autonomie et la résilience sont les 2 clés de voûte de la démarche. L'autonomie est la capacité d'une ferme à produire des biens, des services, disposer de sa liberté de décision et de développer des actions permettant de maintenir son indépendance tout en assurant son développement. Elle concerne ici principalement autonomie en semences, fertilisants et produits phytosanitaires, autonomie en alimentation animale, fourrage, céréales, autonomie commerciale, autonomie décisionnelle. La résilience est la capacité à s'adapter à différents types de fluctuations environnementales, sociales ou économiques, à supporter de nouvelles perturbations ou chocs externes. Elle concerne ici la résilience face aux perturbations techniques, climatiques et environnementales, mais aussi financières, commerciales, législatives et institutionnelles. Le choix de l'agriculture biologique, alors à ses prémices, s'impose. S'affranchir des engrais chimiques et des pesticides favorise la biodiversité et la qualité de l'eau. De plus, cette certification permet d'officialiser des pratiques choisies, portant un message politique fort. Elle permet de travailler en réseau à l'échelle nationale, tout en assurant un échange avec les consommateurs. Donc la COP a commencé à parler d'agriculture biologique. On est il y a plus de 20 ans, en 1996, donc ça apparaissait à l'époque comme quelque chose de révolutionnaire, mais c'était quand même quelque chose qui nous paraissait intéressant d'un point de vue agronomique, écologique. Enfin, bon, il y avait pas mal d'atouts à cette forme d'agriculture. Les premières actions vont ainsi s'attacher à créer sa propre fertilité et à trouver des solutions pour lutter contre les adventices et les ravageurs. La base de la production repose sur le principe de transfert d'azote par les animaux ou les végétaux, car c'est un élément essentiel pour favoriser la croissance des plantes cultivées. Pour éviter d'utiliser des engrais azotés artificiels, on intègre donc, dans la rotation de culture, des plantes légumineuses qui fixent l'azote du sol et de l'air. Ces légumineuses sont de 2 ordres, fourragères ou à graines qu'on cultive dans les champs. Ces prairies, outre l'avantage de bien fixer l'azote et de restructurer le sol, limitent également le développement des adventices, tout en constituant des zones de biodiversité favorables aux auxiliaires des cultures. Pour valoriser et entretenir ces prairies, la transition s'est poursuivie avec le maintien d'un troupeau ovin et l'introduction d'un élevage bovin. Ces animaux herbagers, rustiques, sont complémentaires à la production céréalière. Aujourd'hui, 80 vaches de race Salers ainsi que 80 brebis de race Suffolk, Est-Haleine Mérinos et Île-de-France sont élevées à la bergerie. L'animal s'inscrit dès lors pleinement dans le système agroécologique global en permettant, grâce aux pâtures, la transformation et le transfert de fertilité. La diversification importante des cultures annuelles, allant jusqu'à 14 espèces cultivées, rend l'exploitation moins vulnérable aux aléas de production, avec la volonté de ne plus produire massivement pour l'alimentation animale, mais aussi pour les hommes. On va choisir les bonnes variétés pour être résistantes aux maladies, et puis on va miser sur l'environnement de la parcelle, c'est-à-dire les prairies, mais tout ce qu'on peut aussi aménager autour des parcelles pour lutter contre les ravageurs des grandes cultures. Et donc ça suppose derrière d'avoir une gestion différente du parcellaire cultivé de 2 manières. C'est la réduction de la taille des parcelles. Avant, on avait des parcelles qui faisaient 15, 20, 30 hectares. On les a réduites pour que justement les auxiliaires puissent coloniser
rapidement et convenablement l'ensemble des parcelles, pour avoir un maillage spatial des cultures plus important, donc en diluant les risques dans le paysage. Et puis, on a entouré ces parcelles, soit de bandes enherbées, soit de haies, pour justement augmenter les zones écologiques dans lesquelles est susceptible de s'implanter la biodiversité auxiliaire. Les haies sont constituées d'essences locales variées qui occupent différentes strates végétales. Elles sont anciennes ou bien issues de l'implantation de nouveaux alignements qui marquent le paysage. L'idée, c'était de se dire l'arbre est un élément du paysage incontournable et l'arbre est indispensable à la production agricole, ne serait-ce que parce qu'il abrite les oiseaux qui vont manger les insectes qui sont sur les cultures, rien que ça. Mais il abrite des insectes, il permet à des insectes de nidifier, notamment la haie est une zone d'interface, donc c'est une zone écologiquement hyper riche. Et toute diversité écologique participe à la pondération de l'écosystème, à la façon dont l'écosystème est plus ou moins résilient. Pour poursuivre l'expérience en agroforesterie au sein d'un système de polyculture élevage bio, près de 650 arbres de 6 essences différentes ont été plantés en 2011 au milieu de parcelles cultivées ou pâturées. Associer pleinement l'arbre dans le système agricole nécessite de se placer sur une échelle de temps long et recèle une grande part d'expérimentation. La cohabitation avec le troupeau de Salers et la mécanisation des travaux agricoles a nécessité un important travail pour concevoir et protéger les plantations d'arbres, avec son lot d'échecs et de réussites. Novatrice par son ampleur, l'agroforesterie sous différentes formes fait de Villarceau un site riche. Ces expériences permettent d'explorer les possibilités sur un même territoire agricole, de combiner culture, élevage et production de bois. Progressivement, l'intérêt suscité par Villarceau sur ces questions en a fait un lieu privilégié pour accueillir des dispositifs de recherche sur l'agriculture biologique, ainsi que pour les formations et le partage sur les questions agricoles. Mais ici, la ressource principale en bois provient de la forêt. Composée d'essences feuillues continentales, chênes, hêtres, charmes, la forêt occupe ici une place à part entière. Elle est gérée dans le cadre d'un plan simple de gestion défini pour 15 ans. Le propriétaire privilégie toujours une recherche de durabilité à long terme, une sylviculture douce favorisant la régénération naturelle et la richesse biologique de ces milieux. De plus, une attention particulière est apportée à la préservation de la biodiversité et au partage du territoire pour les loisirs. Des prélèvements de bois valorisent au mieux les produits, bois d'œuvre ou bois énergie, en favorisant les circuits courts. Par exemple, le bois énergie produit est broyé en plaquettes, séché, puis consommé sur place dans les chaudières de la bergerie. Il permet ainsi d'alimenter le réseau de chauffage de ces bâtiments. Parallèlement à cette démarche, d'importants travaux de réhabilitation et d'isolation ont été réalisés sur les anciens bâtiments de la bergerie. Les principes de l'éco-réhabilitation ont pu être mis en œuvre pour la création d'un établissement recevant du public, inclus dans un périmètre de protection de monuments historiques. La consommation énergétique a été optimisée pour tendre vers une plus grande sobriété et contribuer davantage à l'autonomie globale du site. L'objectif est complètement de s'aligner sur la philosophie et les travaux de Négawatt, c'est-à-dire la première chose c'est la sobriété, la meilleure énergie c'est celle qu'on n'a pas consommée, et la sobriété c'est diminuer son nombre de voyages, ne pas chauffer trop chaud, donc c'est un effort
pour réduire sa consommation. La deuxième chose, c'est effectivement l'amélioration et l'optimisation, bien isolé, avoir une chaudière qui tourne bien. On a repris tous les réglages, que ce soit les réglages de régulation de température dans les locaux, la position des sondes, les réglages de sur le réseau de distribution, les réglages en chaufferie. Tout ceci afin de faire des économies. Alors au plan global, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a fait par ce biais-là un bon 30% d'économies et que par ailleurs, on a amélioré la qualité du bois qui nous a fait économiser encore quelque chose d'équivalent, ce qui revient à dire que, voilà, ce qui nous a permis de diviser par 2 la consommation de bois pour le chauffage.